Bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes bien sûr le 3 juillet 2020. Le thème du jour, une société de la zone franche mise en quarantaine. L'invité pour en débattre, Dr Francis Soukouna Dadjo, il est médecin du travail. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors depuis l'avènement de Covid-19 au Togo, enfin, on n'a jamais eu une telle information. Selon laquelle on a des cas en nombre, à part la prison civile de Lomé, où on a détecté des cas. C'est le deuxième point névralgique, ça. Absolument. Si Covid-19 entre dans nos entreprises, ce serait vraiment la catastrophe. Et depuis un certain temps, on se bat pour que des cas n'entrent pas ou ne soient déclarés en entreprise. Oui. Mais malheureusement, je crois, avec la levée du couvre-feu, la levée du bouclage de certaines villes, qui a favorisé donc le mouvement des populations, et ce que nous observons par rapport au relâchement du respect des mesures barrières par la population, a fait que peut-être on a observé donc ces résultats au niveau de cette entreprise. Mais je crois que nous ne devons pas baisser les bras, malgré au jour d'aujourd'hui qu'on ait découvert des cas donc, dans une entreprise. Nous devons accentuer la sensibilisation pour que ça ne s'étende pas, pour qu'il n'y ait pas une progression, une propagation de cette maladie dans les autres entreprises. Parce que vous voyez, le problème qui va se poser, c'est que c'est des travailleurs qui vont et viennent dans l'entreprise. Ils ont chacun une maison, ils ont d'autres occupations à part le travail qu'ils font. Donc ce n'est pas, au jour d'aujourd'hui, à proprement parler, un truc qui est déclenché dans l'entreprise. C'est probablement un cas qui a été exporté de l'extérieur pour l'entreprise. Alors quand on parle bien sûr un peu plus d'une vingtaine de cas, on peut dire la contamination aussi peut se faire au sein de l'entreprise. Les gens l'ont ramené et puis de contamination, C'est pour ça que la coordination a jugé bon de cerner, de bloquer donc la propagation en fermant provisoirement donc cette structure pour pouvoir voir clair et observer ce qu'il y aura devant. Donc, c'est parti de 3 cas et on a vu qu'il y avait beaucoup d'autres cas contacts. Donc, il vaut mieux qu'on ferme et qu'on puisse voir clair par rapport à la progression de cette maladie au niveau de cette structure. Alors, justement, au temps de crise sanitaire, comment doit être organisé enfin les services pour éviter ces genres de situations? Alors, notre législation demande qu'on puisse organiser, quelle que soit la structure en entreprise, un service de sécurité et santé au travail. C'est à ce service de sécurité et santé au travail que revient donc cette tâche de sensibilisation dans le cadre du comité, de prise en charge donc des cas, s'il y a des cas qui se révélaient, et même si c'est une structure qui reçoit de la clientèle, que des cas suspects soient mis donc de côté pour éviter que donc il y ait une propagation au niveau de l'entreprise. Donc au jour d'aujourd'hui, donc ces services de sécurité santé au travail existent, mais ne sont pas totalement répandus donc dans nos différentes entreprises. Il y en a qui disposent de services de sécurité santé au travail, d'autres n'en ont pas. Quand nous faisons un peu le tour de ces structures où nous devons avoir donc un médecin du travail qui doit organiser donc ce service de sécurité santé au travail, il y en a qui n'en disposent pas. Est-ce que cela vient à dire que chaque structure, entreprise est censée avoir un médecin de travail? Absolument. C'est ce que je venais de dire tantôt. Quelle que soit la nature, notre code du travail l'impose, quelle que soit la nature de votre structure, vous devez organiser un service de sécurité santé au travail. C'est une obligation. C'est une obligation légale. Et il y a un texte d'application qui a été pris conformément donc à ces articles 175 à
à 194 du Code, qui organise les services, ces services de sécurité santé au travail, qui dit en substance que une structure qui a 500 travailleurs doit organiser un service autonome, un service propre à lui pour s'occuper des travailleurs. Et quand vous n'atteignez pas 500, vous devez organiser ce qu'on appelle un service de sécurité et santé au travail inter-entreprise, c'est-à-dire plusieurs structures, soit du même domaine d'activité ou qui se retrouvent dans la même zone géographique, organiser ce qu'on appelle un service de sécurité et santé inter-entreprise. Donc, c'est ces différentes structures-là qui vont former donc ce service. Alors, mais la loi dit en précisant que, quelle que soit la nature, vous n'atteignez pas 500 ou que vous atteignez 500, vous devez organiser ce qu'on appelle un service de sécurité et santé au travail. Donc voilà donc cette exigence légale qui est là par rapport au code et au texte qui... Alors comment on peut expliquer bien sûr ces situations, ce constat-là qui se dégage au sein des entreprises au Togo? Alors, à plusieurs niveaux... C'est une question de moyens ou négligence ou bien carrément on ne trouve pas ça important? Ça dépend donc de comment les employeurs observent donc cette loi. Donc ce que nous remarquons, c'est que les structures ou bien les entreprises au niveau de notre pays ne respectent pas la loi qui est donc édictée en termes de sécurité et santé au travail. C'est vrai que c'est un nouveau thème qui est arrivé chez nous et nous devons œuvrer à sa mise en œuvre par la formation des ressources humaines. Le Togo ne dispose pas de beaucoup de médecins du travail, malheureusement. Donc même si toutes les entreprises veulent avoir un médecin du travail aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir donc un médecin du travail pour chaque structure. Mais étant donné que c'est une spécialité, c'est vrai qu'on l'avait connue par le passé, elle avait existé au Togo par le passé, mais au jour d'aujourd'hui, depuis 2009, avec la prise en compte du nouveau code du travail de 2006, on observe donc un engouement dans la formation en ressources humaines par rapport à cette spécialité. Et la deuxième chose, c'est que dans nos différentes structures, nos responsables, quelquefois ignorent la loi par rapport à la sécurité et santé au travail. Donc, en ignorant la loi, on ne peut pas mettre en œuvre ce que dit la loi. Donc voilà un peu sur ces deux aspects. Je peux peut-être m'arrêter là en disant que c'est d'abord un déficit en ressources humaines et dans une deuxième mesure, donc une méconnaissance de la loi par rapport au service de sécurité et santé au travail. Alors comment devient-on médecin de travail? Est-ce qu'il y a eu une formation à part ce qui est fait, peut-être dans les universités, ce qu'on voit tous les jours? Alors, je reviens sur donc la formation des médecins du travail. La médecine du travail, c'est une spécialité médicale avant tout. Donc ça veut dire que vous êtes docteur en médecine d'abord et vous allez faire une spécialité qu'on appelle une spécialité de santé au travail ou spécialiste de sécurité et santé au travail. Donc, vous faites 4 ans de formation, après donc le doctorat. C'est comme quand vous voulez devenir cardiologue, vous faites le doctorat en cardiologie, puis vous allez faire votre spécialité de cardiologie. C'est la même chose pour la pédiatrie, c'est la même chose pour la radiologie, ainsi de suite. Et pour des formations plus poussées, vous êtes obligé de prolonger donc ces formations de plusieurs années pour avoir donc l'expertise par rapport au domaine de prédilection que vous avez choisi. Donc, une spécialité médicale qui s'occupe de la prévention des risques professionnels. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez que Covid-19 est partout et aussi en entreprise. Donc, si vous allez au travail et que vous tombez malade, c'est vrai que le gouvernement fait des efforts pour prendre en charge totalement donc, ces cas dans le centre de prise en charge. Donc, si vous allez dans le cadre de votre activité, que vous contractez une maladie, et si cette maladie est inscrite sur la liste des maladies professionnelles, là, vous serez indemnisé par rapport à votre maladie. Ou que si vous faites un accident dans le cadre de votre activité ou
à l'occasion de votre activité, c'est un accident du travail, vous serez pris en charge par l'organisme de protection sociale qui au Togo est la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, les risques professionnels, la prévention des risques professionnels incombe à ce service qui est dirigé par un médecin du travail. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, médecine du travail, spécialité médicale, et doit être implanté donc dans toutes les structures donc au Togo qui emploient donc du personnel. Quand on sait qu'on a pas mal de docteurs en cardiologie, pédiatrie et dans d'autres domaines, pourquoi on n'en a pas tellement dans votre domaine? C'est parce que les gens ne s'y intéressent pas ou... Oui, depuis... Il faut aller faire après 7 ans, doctorat en médecine, 4 ans, et puis aller faire un peu de droit. Il y a un peu de droit là-dedans aussi. Oui, je signale que notre discipline, c'est une discipline normative. C'est la loi qui gouverne, c'est la loi qui dit ce qu'il faut faire. Donc, si vous devez faire, par exemple, une visite médicale, c'est la loi qui dit de faire cette visite médicale. Et la loi dit les mesures dans lesquelles vous devez faire cette visite médicale. Donc, si vous êtes un employeur, c'est la loi qui dirige par rapport à l'organisation des services, à l'organisation donc de ce qu'on appelle, par exemple, le comité de sécurité santé au travail. Donc, nous n'avons pas beaucoup de médecins spécialistes en sécurité santé au travail, peut-être lié au fait qu'il y a une méconnaissance donc des différents protagonistes donc de cette matière qui est pourtant importante. La médecine du travail doit pouvoir aider à l'amélioration donc des conditions de travail et à l'augmentation de la productivité en entreprise. Si vous n'organisez pas un service de sécurité santé au travail, vos travailleurs seront toujours malades, vos travailleurs seront accidentés et vous serez en perte de productivité par rapport donc à votre activité que vous voudriez peut-être augmenter ou vous voudrez améliorer donc dans la production. Alors, dans le cadre concret, on sait que c'est une société qui enfin, au sein de laquelle on trouve pas mal de gens contaminés. Que dit la loi par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce qui doit être fait concrètement selon la législation? Selon la législation, il revient donc au service de sécurité santé au travail qui doit pouvoir organiser d'abord donc ce dépistage de ces différents cas. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ce rôle est dévolu donc au comité de riposte national qui a des équipes d'épidémiologie de terrain qui vont pouvoir aller dépister les cas, puisque le test pour savoir si vous êtes malade ou pas n'est pas vulgarisé. Vous ne pouvez pas vous lever tout d'un go et puis aller faire un test pour le Covid-19. Le Covid-19 est vraiment réglementé. Donc, c'est face à des signes de suspicion qu'on appelle donc ces épidémiologistes de terrain qui viennent faire les prélèvements. Donc, le service de sécurité santé au travail de l'entreprise doit pouvoir s'impliquer et pouvoir aller vers donc une collaboration avec donc ces services qui vont faire le recensement des cas et le dépistage. Et il doit pouvoir faire de la prévention pour qu'il n'y ait pas une propagation de cette maladie au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment d'une importance capitale. Parce que s'il y a une progression dans l'entreprise, c'est pour longtemps cette entreprise va être fermée pour cause de maladie. Et dans ce cadre-là, nous ne pourrions plus rien faire. La recherche de revenus qu'on veut améliorer va s'arrêter et il y a d'autres conséquences qui vont s'ajouter. Donc voilà, le service de sécurité santé au travail est d'une importance capitale dans la prise en charge, pas simplement des cas, mais dans la prise en charge sur le plan sensibilisation et prévention donc, de la propagation de ces maladies dans l'entreprise. Quand on sait que la zone franche industrielle togolaise regorge pas mal de sociétés, d'entreprises qui sont dans plusieurs domaines, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'il y a encore des jours un peu mouvementés en matière de détection de cas? Oui. Parce que visiblement, il y a pas mal de monde. Oui, la zone franche regorge de beaucoup de ressources humaines. Et je crois que ces différentes structures ont organisé donc,
la prise de température à l'entrée, la mise en place des dispositifs lave-mains pour pouvoir minimiser donc la progression ou la propagation de cette maladie. Donc, il nous revient de pouvoir bien suivre que les travailleurs qui arrivent, tous ont pris leur température et que les dispositifs lave-mains sont bien utilisés dans les normes. La deuxième chose, c'est de passer à la sensibilisation de ces travailleurs qui vont et viennent dans l'entreprise. Ils vont et viennent dans l'entreprise. Donc, le problème qui va se poser, c'est que si un travailleur qui va chez lui et se retrouve donc dans des situations un peu délicates où il va rencontrer ses amis, ou c'est des amis qui ont voyagé, ou c'est des amis qui reviennent d'un pays étranger ou autre, mais alors ce travailleur qui revient en entreprise serait un cas qui va, un travailleur qui va amener la merde dans son entreprise. Donc, il faudrait qu'on puisse augmenter donc ces séances de sensibilisation au niveau de l'entreprise pour amener les travailleurs à respecter donc les mesures qui sont édictées par le gouvernement. Dans l'une de nos émissions sur ce plateau, j'ai accusé réception d'un message qui m'a été envoyé par rapport à ce point-là avant que cette détection-là ne soit faite. Et par rapport à la négligence, plus ou moins, de ces sociétés-là qui se trouvent dans la zone franche, qui semble n'est pas vraiment prise en considération certaines mesures mises en place par les premières autorités du pays afin de mieux circonscrire cette maladie à coronavirus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est un peu de tout là-bas, que rien n'est fait dans le cas. Il a eu même à citer certaines sociétés clés au risque de leur faire gratuitement la publicité. J'étais là, non, qui sont dans plusieurs domaines de fabrication, NAT, sachets, dans plusieurs domaines, ils sont dans plusieurs autres domaines qui ne respectent pas non seulement la distanciation, le port de masque, puisque c'est des endroits un peu clos. Et les gens se disent étouffés, ils n'arrivent plus à porter ces masques-là. On n'a même pas pensé à recomposer carrément l'équipe pour éviter ce genre de situation. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le pire est encore devant, dans cette zone franche-là? Malheureusement, nous ne devons pas penser comme ça. C'est vrai que si nous constatons des écarts de comportement par rapport à ces travailleurs, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Avec tout ce qu'on dit là depuis réalité, plus de 3 mois, 4 mois. Exactement. C'est la même chose que celui qui dit que depuis un bon moment, lui voudrait voir des cas positifs qui ont guéri pour croire que la maladie existe. Vous voyez? Donc, dans cette situation, nous devons aller vers peut-être un changement du type de message que nous devons envoyer. Et puis, nous devons passer par des gens plus proches de ces travailleurs pour faire passer le message. Vraiment, c'est très important parce que au jour d'aujourd'hui, l'administration, le service d'administration de la zone franche est à pied d'œuvre pour que la zone franche ne soit pas un point où le point par lequel le désarroi ou le désastre va arriver au Togo. Donc, ils incitent les employeurs à pouvoir observer et mettre en œuvre donc les mesures du gouvernement. C'est vrai que à entendre parler certaines personnes, vous allez penser que eux, ils ne sont pas là, ils ne sont pas sur le territoire par rapport à tout ce qui s'est fait donc sur le terrain par rapport à la sensibilisation. On dirait qu'ils ne sont pas là. Mais alors que cette maladie existe bel et bien chez nous, et nous devons vraiment faire attention, aller donc choisir des messages clés qui vont toucher le cœur de ces travailleurs pour qu'ils adoptent les bons comportements face à cette maladie. Donc vraiment, c'est une situation, les mauvaises situations qui sont présentées ça et là, c'est des situations qu'on déplore, mais je me dis que nous ne devons pas baisser les bras, d'autant plus que la maladie existe, et si nous baissons les bras, nous allons effacer l'effort que les uns et les autres ont entrepris dans le cadre de la lutte contre cette maladie.
Est-ce qu'il faut revoir autrement la législation au sein, bien sûr, de cette zone franche, dans cette période, bien sûr, de crise sanitaire, quand on sait que les gens, normalement, doivent rentrer en ligne, comme le disent les corps habillés, respecter ces normes-là. Mais on a comme impression que cette maladie-là, c'est réservé pour certaines personnes et pour d'autres, on fait comme si rien n'était. Et on continue pas à respecter, enfin, l'effectif de par le passé, avant l'arrivée de cette maladie-là. Au lieu qu'on revoie peut-être si c'était 20 personnes au poste, on revoit à 10 personnes, promouvoir le téléservice, le télétravail, tout ça là, dans certains domaines clés. On ne veut pas et puis continuer. Faut-il revoir autrement les choses à ce niveau? Parce qu'on ne va pas quand même continuer par faire des dépenses, comme le dit quelqu'un, inutiles, parce que vaut mieux de prévenir que de dépenser inutilement. Alors, c'est vrai que dans ce sens-là, on va se dire qu'on va se lasser donc de passer les informations. On ne doit pas se lasser de passer les informations. Non, on ne va pas se lasser. Mais revoir carrément la tactique sur le terrain là-bas. Oui, par rapport à la législation, la loi qui va pouvoir gérer donc ces cas, je crois que il faut peut-être, par rapport à la force pandémie, ajouter donc un autre système de contrôle. Un autre système de contrôle par rapport aux entreprises. Vous savez qu'au niveau de l'inspection du travail, je vous avais dit qu'un travail a été fait par rapport à ça, pour aller vérifier, contrôler donc ces entreprises pour voir si elles ont mis en place les dispositifs lave-mains, est-ce que la distanciation a été faite, est-ce que les rotations des équipes ont été faites, et ainsi de suite. Donc pour certaines structures, c'est vrai, ils ont observé à la lettre ce qui est fait, mais dans d'autres structures, il y a donc des choses à refaire. À refaire dans le sens où on va pouvoir, au jour d'aujourd'hui, on sera amené, je vous dis, à peut-être réduire les effectifs dans certaines structures. Mais le problème, dans la réduction des effectifs, ne va pas, par exemple, régler le problème de ces travailleurs qui vont chez eux et reviennent. C'est là le problème. Il y a des travailleurs qui vont et reviennent. Maintenant, quand ils partent chez eux à la maison, comment ils se comportent sur le chemin de la maison? Comment ils se comportent avec leurs amis, hein? À partir du moment où on a levé les restrictions, je crois qu'il y a eu un laisser-aller. Ce n'est pas forcément au niveau de l'entreprise que le problème se trouve, mais ça va se trouver dans le comportement de chacun qui va et qui vient dans l'entreprise. C'est là le problème. Ce n'est pas un point, la propagation, ce n'est pas un truc qui sort de l'entreprise pour aller vers la communauté, mais c'est la communauté qui amène la maladie vers l'entreprise. Donc, il va falloir qu'on fasse, donc, qu'on fasse pivoter donc, cette fibre personnelle de chaque travailleur pour éviter que la maladie ne se propage. Et vraiment, c'est très important cette situation. Alors, il faut la regarder avec vraiment des yeux attentionnés. Absolument. On sait que la cellule de riposte anti-Covid est à pied d'œuvre pour voir clair dans ce dossier afin de voir ce qu'il y a lieu de faire, corriger les tirs. Oui, je crois que le coordonnateur, dans l'avant-dernier point qu'il a fait, avait dit que la force pandémie va pouvoir mettre en branle donc ces mesures de coercition. Oui. Où il y a beaucoup de dispositions que les gens ne respectent pas par rapport aux enterrements, par rapport à comment les gens se prennent dans les bars et restaurants, par rapport à la célébration des mariages maintenant. Quelqu'un m'a dit qu'il avait eu une invitation tout récemment pour aller quelque part là. C'était de la cata. Plein de gens. Plein de gens. Vous voyez? Il avait même peur. Il était resté à des centaines de mètres. Et pour juste observer. après, et puis il était parti donner son cadeau et puis retourner. Absolument. Et peut-être que lui, vous voyez, sa réaction par rapport à cet attroupement. Les attroupements, on a dit, c'est interdit. Mais imaginez que vous allez, par exemple, dans un centre pour prendre, ou bien pour une prestation de service.
et que vous voyez qu'il y a un attroupement, le bon sens aurait voulu que vous vous retirez pour observer avant de vous approcher. Et même si vous devez vous approcher et qu'il y a beaucoup de gens, il vaut mieux prendre une autre décision, c'est de partir. Donc, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, quand vous retrouvez au niveau de certains services des gens qui s'attroupent pour régler un ci ou un ça cause un problème. Ça cause un problème. Donc, il y a des situations sur lesquelles nous devons revenir en mettant quoi en place le renforcement donc des contrôles par la force Covid et la force FOSAP. Puis ensuite, je pense que même ces forces-là qu'on déploie en nombre dans les feux tricolores et autres, là, il faut qu'on arrive à les réduire un peu, à envoyer dans ces zones-là. Parce que les gens ont comme l'impression qu'ils sont dans leur boulot là, ça ne leur dit rien. Il faut qu'on commence par faire le tour de certaines entreprises, hein, que ce soit dans la zone franche ou bien dans certains quartiers où on a des effectifs en nombre, où les gens font comme si rien n'était et foutent un peu de n'importe quoi. Vraiment, ils réduisent les efforts des uns et des autres par rapport à Il faut que le général Yark, avec le colonel Amana, revoie un peu la tactique sur ce point-là et envoie ces forces-là dans ces zones-là. Dans ces zones-là, il le faut. Même les célébrations de mariage, anniversaire, je ne sais pas, et puis les funérailles, il se passe beaucoup de choses. Je crois que ça ne sera pas seulement le travail de la FOSAP, mais ça sera le travail de tous. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a un raté par rapport à cette observation à l'observance de ces mesures. Donc, vous allez à un mariage, c'est bien quelqu'un qui a organisé le mariage. Est-ce que c'est lui qui a invité plus du nombre qui est requis? Voilà le problème, là où le problème se pose. Vous allez en enterrement, c'est vrai. Vous allez voir qu'on a fait des faire-part. Si on a fait des faire-part pour beaucoup de gens, ça veut dire qu'on invite beaucoup de gens à venir à cet événement. Donc, il y a quelque part la responsabilité et de celui qui organise, la responsabilité de ceux qui arrivent aussi. Ceux qui arrivent, vous devez quand même savoir que, voilà, il y a telle ou telle disposition qui sont prises. Nous devons observer telle pour que les recommandations du gouvernement soient observées. Donc, je me dis que la force faut ça pour faire agir, mais il faudrait que nous-mêmes, on soit conscients. Parce que, au jour d'aujourd'hui, si nous retombons avec des déclarations qui vont remonter en hausse, qui vont repartir à la hausse, vraiment, ce sera la catastrophe. Est-ce qu'on va refaire un confinement qu'on n'avait pas totalement fait? Est-ce qu'on va refaire le bouclage de certaines villes? Ainsi de suite. Mais si on en arrive là, c'est qu'on sera obligé de prendre de grandes mesures. Donc il faudrait qu'on puisse vraiment faire attention pour que cet état de fait n'arrive pas au Togo. Il faut qu'on double beaucoup plus de vigilance. On va essayer d'apprécier les chiffres à la date, bien sûr, du 2 juillet 2020. La situation au Togo le 2 juillet 2020 se présente comme suit: 229 cas actifs pour 424 cas guéris et 14 décès. 667 cas confirmés au total. Le nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national se chiffre à 31 984 pour 4,15 tests pour 1000 habitants au Togo, 8,65 cas pour 100 000 habitants. Voilà un peu, d'une façon beaucoup plus ramassée, ce que présente le tableau du Togo à la date, bien sûr, de juillet 2020. Petit détail s'impose. Du coup, il faut dire que 6 des 710 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 667. Ces 6 personnes dont les âges sont compris entre 13 et 44 ans se répartissent comme suit: 4 cas parmi les contacts, une femme et un homme, dans le district 2 à Lomé,
un homme dans le district 5 à Lomé et un homme à Notchen dans le district de Raro. Une personne, enfin un cas parmi les voyageurs, un homme à Sotoubois, un cas parmi les suspects, une femme dans le district de Golfe à Lomé. 10 nouveaux guéris ont été enregistrés portant à 400, voilà, portant à 424 le nombre total, bien sûr, de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nombre total de décès reste inchangé à 14. Et on va prier Dieu que ça reste toujours inchangé, hein, à 14. Bien sûr, le nombre de cas actifs, 229. Voilà un peu le tableau que présente le Togo, bien sûr, à cette date de 2 juillet 2020. Ce qui veut dire que... Alors, nous avons heureusement quand même une bonne progression par rapport au cas guéri. Oui. Oui, 424. Ça, c'est à encourager. 424, c'est beaucoup. Hein. 424. C'est... Maintenant, les cas actifs, c'est vrai que ce n'est pas... Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas des cas qui sont dans des situations délicates. Oui. Ou qui nécessitent une grande réanimation. Et le nombre de décès, 14. C'est vrai qu'il y a eu quelques jours où nous avons enregistré un 14e décès, mais les informations par rapport aux conditions donc, de décès ne sont pas en ma possession. On se dit quand même qu'on va rester à ces chiffres. On souhaite rester à ces chiffres parce que 14, c'est beaucoup par rapport aux chiffres que nous attendions. Les chiffres que nous attendions par rapport au décès étaient de 0, mais nous sommes au jour d'aujourd'hui à 14. Donc nous pouvons dire que nous devons quand même continuer donc, la sensibilisation, continuer une bonne prise en charge de ces différents cas pour éviter donc, des statistiques macabres. Donc voilà. Et pour les tests, nous sommes à près de 32 000 tests. Oui. 32 000 tests. Donc vous voyez que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore fait un grand nombre de tests pour dire que oui, nous avons atteint un pic ou pas. Comme les questions se posent le plus souvent. On a sur 32 000 tests. Donc vous voyez qu'on a eu 664 cas actifs. 32 984 nombre de tests. Donc vous voyez 31 984, donc un peu moins de 32 000 tests. C'est vrai que nous avons une grande progression par rapport donc, à ces tests qui sont faits et nous encourageons donc le gouvernement à en mettre encore plus pour qu'on puisse aller donc à un dépistage généralisé, grande masse, pour que, à un temps donné T, qu'on puisse savoir que, voilà, au Togo, on a tel ou tel nombre qui a été testé et que nous n'avons pas beaucoup, ou nous avons très peu de cas positifs. Parfait. On va prier Dieu pour que ces chiffres-là soient... pour qu'on puisse quand même commencer par pousser un autre de soulagement. Mais avec cette affaire aussi de la réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO, on se dit, bon, est-ce qu'on est vraiment à l'abri? Je crois que ça tarde à venir parce qu'on veut quand même s'assurer qu'on a pris la bonne décision. Ça, c'est très important. On ne va pas ouvrir parce qu'il faut ouvrir. Voilà. On va ouvrir quand les conditions seront réunies pour ouvrir. Ça, c'est vraiment un point important sur lequel il ne faudrait pas, blaguer. Parce que la réouverture de frontières, je vous assure que c'est un casse-tête au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour le comité ou que ce soit pour les plus hautes autorités de nos différents pays. Oui. Parce que c'est vrai que les chiffres sont stabilisés dans certains pays. Mais quelles sont ces personnes-là qui vont faire le mouvement à travers
les différentes frontières. Les différentes frontières. Ça, on ne le sait pas. Quand on sait que dans l'espace CEDEAO, on a plus de 10 pays qui partagent cet espace-là. Hein. Et puis, L'espace CEDEAO, c'est pratiquement 16 pays. 16 pays, oui. Donc, vous voyez, donc il y a un problème. Si on ouvre sans précaution, là, nous pouvons nous confronter, hein, malheureusement, à une explosion de cas. Hein, nous sommes en train de passer une première vague ou une vague qui est en train de se stabiliser. Et je crois qu'on ne va pas aller trop vite en besogne en ouvrant et sans précaution les frontières. Donc nous devons faire attention par rapport à ces différentes frontières que nous devrons surveiller. Nous devons surveiller pour éviter que des populations malades traversent et aillent donc apporter le virus à d'autres populations qui n'ont pas donc encore la maladie ou qui n'ont pas la maladie. Alors, quand on sait que la personne qui est en train de traverser une frontière, on ne sait pas qui traîne avec le virus, hein, est-ce que les tests seront systématiques au niveau des frontières terrestres? Je veux bien sûr parler. On va faire les tests. Vous êtes négatif aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous êtes négatif demain. C'est ça le problème qui va se poser. Le problème qui va se poser, c'est que il y aura des gens, dans le cas où on n'a pas fait des tests systématiques et on fait par exemple la prise de température et les autres précautions pour laver les mains et autres, vous pouvez être un porteur asymptomatique. Voilà. Et venir distribuer le virus, comme l'a dit une grande autorité de ce pays, distribuer le virus à d'autres personnes parce qu'il a voyagé d'un point A à un point B en étant, porteur asymptomatique. Lui ne manifeste pas la maladie. On a pris la température, il n'a pas de fièvre, mais il peut être un distributeur de virus. C'est vrai qu'il y avait eu une polémique entre-temps sur le fait que les porteurs asymptomatiques n'étaient pas contaminants. Mais c'est un faux problème, hein? Cette information, moi, par rapport à mon point de vue scientifique, je ne peux pas dire que ça, c'est une vraie information. C'était une polémique qui est sortie, mais je crois que ça a été rapidement dissipé. Voilà. On va prendre quelques questions pour terminer cette émission du jour en toute beauté. Et la première nous dit ce qui suit. Je veux savoir si les frontières sont ouvertes puisque je viens de suivre la lecture du communiqué du ministre de la Sécurité qui avertit que toute personne qui se rend dans les pays voisins sera soumise à un confinement de 2 semaines à son retour et aussi doit payer 500 000 francs. Non, est-ce qu'on n'a pas dit 500 000 francs? C'est à sa charge. C'est à sa charge. Hein. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire avec exactitude le montant de la prise en charge? C'est aussi l'information. Voilà, mais 500 000 francs, bon, moi je n'ai pas cette information par rapport au montant, mais c'est que le confinement est à votre charge. C'est ce qui a été dit. Les frontières ne sont pas encore officiellement ouvertes. Oui. Mais on ne va pas rester indéfiniment fermé. Fermé, non. Donc, et nous savons que par rapport à certains points de porosité de notre frontière, il y a des mouvements de population qui font que ceux qui vont et viennent au niveau donc de nos villes frontalières ou de nos villages frontaliers doivent peut-être être soumis à ça. Ok. Parce que vous savez que le dépistage actif qui a été fait dans certains villages frontaliers a été vraiment efficace, où des gens ont traversé la frontière ou même sont revenus nuitamment et ont été dépistés. Oui. Ont été dépistés positifs dans certains cas pour le Covid-19. Ok. Donc, ce qui veut dire que les frontières au niveau de les localités au niveau de ces 2 frontières-là, que ce soit du côté togolais, ghanéen par exemple,
Togolais, Béninois, Togolais, Burkinabés, il faut qu'on veille au grain. Absolument. Donc, l'effort doit être fait avec la FOSAP pour que ces différents points soient vraiment contrôlés et que les mouvements des populations... Non, mais quand on sait qu'il y a aussi la réouverture des classes pour les élèves en classe désormais et des deux côtés, il y a des enfants, hein, nos jeunes frères et sœurs qui vont à des cours. Ça a été fait déjà, où on a demandé à tous ceux qui ont voyagé d'être testés. Oui. Je crois que ça a été fait. Mais quand la personne va au cours et revient, quelqu'un qui est dans Plaou, qui vient au Togo... Non, je crois que cette option n'a pas été validée. Où les gens vont à l'école au Ghana, par exemple, et reviennent. Non, du Ghana, ils viennent au Togo pour les cours à Lomé. Vous savez qu'il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui de l'autre côté de la frontière. Même l'autre sens aussi, il y a des Togolais qui vont au Ghana pour étudier. Oui. Moi, j'ai observé au niveau d'une zone frontalière où des enfants togolais vont à l'école au Ghana et vice-versa. Donc, cette option, je crois qu'elle n'a pas été validée, où on ouvre la frontière pour des élèves qui vont et reviennent, à moins qu'ils passent par des points de porosité de notre frontière. Ça, c'est pas encore une option validée. Mais ils doivent aussi terminer l'année. Il faut qu'on essaie de voir quelque chose. Ils doivent terminer l'année, ça veut dire qu'ils doivent venir et rester pour terminer l'année. Ok. Absolument. C'est aussi une option. Ça, c'est la meilleure option. Celui qui est à Son-Vicondie, qui doit aller au cours peut-être dans le Bénin, juste après la frontière de Hilakondi, là. Il sera censé être de l'autre côté, ou bien de venir rester dans le Togo. Parce que chaque fois que vous venez, on doit vous bloquer 2 semaines. Le cours continue. Alors, comment ça va se passer? Ça veut dire que si vous devez arriver au Togo pour continuer votre scolarité, vous êtes obligé de rester au Togo pour continuer votre scolarité. Et à la fin, donc, vous repartez. Ça, c'est la bonne option. Ou si vous devez aller au Ghana, vous allez prendre donc un logement au Ghana, vous restez au Ghana pour suivre votre scolarité et à la fin, vous revenez. Donc je crois que c'est ce qui doit être fait. Ça, c'est la vue de mon esprit. Oui. Voilà. Vous avez parfaitement raison. On va prendre encore une ou deux questions en plus pour clôturer cette émission du jour. Et la deuxième question de ce soir nous dit... je voudrais savoir si vous arrivez dans un pays et qu'on vous mette en quarantaine, est-il légal que pendant la quarantaine, on vous impose de faire le test PCR alors que vous n'avez pas des symptômes liés au Covid-19? À quoi ça sert de faire un test dépistage avant un voyage? Avant un voyage. Alors, c'est dans le cadre de Covid qu'on fait le test. Alors, si on vous fait le test, c'est par rapport à un certain nombre de symptômes. Mais si vous dites que vous ne présentez pas des symptômes et qu'on fasse le test, c'est peut-être parce que vous voyagez. Et dans le cadre du voyage, ce qui est nécessaire, c'est la quarantaine. On vous met en quarantaine le temps que cette période passe et vous allez donc vaquer librement à vos occupations. Donc, le test est fait, c'est vrai, par rapport aux symptômes, mais on peut faire le test à la fin de la quarantaine pour s'assurer que les porteurs asymptomatiques, eux aussi, ils existent, pour s'assurer que vous n'avez pas la maladie. Donc ça, c'est normal qu'on puisse vous faire le test à un moment donné de votre quarantaine, avant de vous laisser vaquer librement à vos occupations. C'est normal, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Non, il n'y a rien d'anormal, surtout que ce n'est pas un test invasif. C'est juste prélèvement des sécrétions au niveau de la gorge ou au niveau du nez. Ce n'est pas un test invasif. Parfait. On prend la toute dernière question pour se séparer sur ce plateau. Ce soir, bonsoir, monsieur le spécialiste. Merci pour les réponses que vous avez ou bien que vous donnez à des multiples questions. Ma question est de savoir pourquoi le Togo a moins de victimes, pour dire moins de décès au coronavirus par rapport aux autres pays. Mais il continue à tenir dur
les décisions, surtout concernant l'ouverture des lieux de culte. Kouaga, depuis Saint-Cassé, a posé la question. Alors, On a comme l'impression que ça va au Togo, mais les décisions ne sont pas vraiment... oui, vous voyez que on ne peut pas tout de suite dire que tout va bien et puis ouvrir tout ce qu'on avait mis en sourdine ou qu'on avait arrêté. On ne peut pas. Parce que, vous voyez, le problème qui va se poser, c'est que si on ouvre, il a parlé spécialement du lieu de culte. Mais là, le lieu de culte, comment est-ce que les gens arrivent? Aujourd'hui, je m'assois avec vous, demain c'est avec une autre personne. Après-demain c'est avec une autre personne. Alors que nous pouvons quand même continuer par prier chacun chez lui et en écoutant. Vous savez que les prêtres font, donc avec l'utilisation du WhatsApp et Facebook, font les cultes. C'est ce que nous pouvons suivre en attendant. Moi, je me dis qu'il n'y a pas une urgence par rapport à l'ouverture des lieux de culte, puisque les lieux de culte, au jour d'aujourd'hui, seraient un facteur aggravant de la propagation de la maladie. Nous devons faire attention pour ça. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que les gens prient Dieu. On va continuer par prier Dieu, même que ce soit seul ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mais nous devons patienter, vraiment patienter. Mais comme le dit quelqu'un, il n'y a pas la victoire sans la main de Dieu. Hein. Il faut être d'accord avec moi. Exactement. Vous savez que on dit, il faut quand même qu'on une église a été fermée, mais le nombre de chrétiens qui sont dans leur maison ont ouvert une église dans chaque maison. Donc, on a fermé une église, mais chaque maison a été transformée en église. Voilà. Donc, il faudrait on ait une ferveur par rapport à ces prières que nous faisons, même ne serait-ce individuellement, et qu'on fasse vraiment la persévérance dans ce que nous faisons. C'est très important. Merci, docteur. C'est déjà la fin en 30 secondes au plus pour se séparer. Quel est ce mot de la fin que vous avez pour les téléspectateurs qui nous suivent, surtout pour ceux-là qui travaillent dans la zone franche industrielle togolaise? La responsabilité vraiment incombe aux patrons de ces structures pour pouvoir vraiment réorganiser la zone franche, la rotation des équipes, la diminution du temps de travail, la diminution des effectifs, opter pour donc les congés qui sont en suspens, pouvoir mettre les gens en congé, pour éviter que notre zone franche soit un point de départ pour une autre vague de cette maladie. Merci. Cette maladie existe, il faudrait faire attention et nous devons aller donc encore dans plus de sensibilisation pour éviter que notre pays retrouve encore d'autres chiffres qui ne vont pas nous Merci beaucoup, docteur Francis Soukouna Dadjo. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin du travail. Et pour petit rappel, il faut dire que l'état d'urgence est repoussé d'un mois et demi. 45 jours encore devant. On a affaire totalement avec l'état d'urgence mi-août 2020. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain pour Le Monde en 7. On va parler Covid et actualité politique dans tout son ensemble à partir de 12h10, temps universel.